Bonjour à tous. Alors, je vais parler devant le micro parce qu'on a décidé en fait d'enregistrer nos échanges pour que d'autres personnes à la suite puissent le consulter et qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc d'abord, bienvenue à ceux qui sont là. Donc le programme, c'est de vous présenter tout d'abord qui nous sommes, puis le projet, enfin le contenu, puisqu'en fait aujourd'hui on vous a fait venir parce que vous avez montré votre intérêt sur ce projet dans l'animation, et ça on vous en remercie. Et donc on va vous donner des précisions sur le contenu, puisque Adrien, Christina, Rosanna ont participé à la formation en Espagne, à Oviedo, il y a quelques semaines, et donc ont une idée bien précise du contenu du programme, donc vont vous l'expliquer. Et donc on abordera un certain nombre de ces sujets. Ensuite, Sylvie Broussou du CHU interviendra sur les modalités de rémunération à la fois des animateurs et également pour le dédommagement des participants. Alors on va enchaîner sur l'ordre du jour. Donc comme vous le voyez, je vais d'abord vous présenter le projet, l'organigramme, pour bien vous situer en fait à quel niveau vous êtes et où nous sommes. Dans un deuxième temps, on vous parlera de la formation, et donc ça, je laisserai mes collègues intervenir, le matériel qui sera à votre disposition, comment est-ce qu'on a pour le moment imaginé le repérage des participants. On a un certain nombre de participants qui nous ont déjà sollicité, mais également certains pour lesquels on a imaginé un certain nombre de choses sur le CHU et puis également en zone rurale. Et un dernier point, donc j'en ai parlé, les indemnités pour les formateurs et les participants. Alors tout d'abord, je vais dire quelques mots sur le projet. Donc EFI Chronique, donc c'est un projet d'abord européen. Donc qui dit projet européen, donc c'est un projet qui est porté par une équipe en Europe, donc à savoir l'Espagne, avec plusieurs pays qui participent, j'y reviendrai tout à l'heure, et le financement, c'est un financement public européen. Le principe de ce projet, c'est de permettre à une population, et notamment on va cibler la population vulnérable, d'avoir accès à un programme d'éducation à la santé qui va permettre aux participants de mieux gérer leur maladie chronique. Donc l'idée étant qu'il y a un certain nombre de choses, et on rentre dans le domaine de la prévention, qui peuvent être dont le patient n'a pas forcément les clés lorsqu'il est atteint d'une maladie chronique. Et l'idée, c'est vraiment de lui donner un certain nombre de clés pour mieux gérer les choses, à la fois sur le plan tout bêtement médicamenteux, mais aussi plus globalement non médicamenteux. Je parle de l'activité physique, de la gestion de la douleur, la gestion du stress, etc. Donc tous ces changements de son mode de vie, de son expression, peuvent être très importants et des fois plus importants que les traitements médicamenteux. Donc c'est un concept qui est né dans les années 60-70, notamment dans les pays anglo-saxons. Là, je vous présente Albert Bandura, qui est un des psychanalystes qui a permis, notamment à l'université californienne de Stanford, de théoriser en fait ce concept. Et donc l'idée étant de faire en sorte que le patient prenne en charge lui-même sa pathologie, et on est certain derrière que l'effet sur son qualité de vie, sur son bien-être, est bien supérieur à une simple chose descendante. Donc l'idée étant de changer le comportement des participants, qu'ils soient ou pas atteints d'une maladie chronique. Et Kate Laurie, qui est une rhumatologue, qui est également de Stanford, a, elle, mis en place ces programmes d'éducation à la santé. Donc depuis les années 80, ça tourne à travers aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, j'y reviendrai. Et donc l'idée étant de vraiment être en soutien avec des groupes d'échange. Donc on est vraiment dans quelque chose assez dynamique aussi dans un groupe, d'avoir un soutien positif et une approche un peu anglo-saxonne, mais vraiment pour
rendre confiance aussi aux patients dans certaines situations, et aussi de faire émerger des différentes expériences, des échanges entre participants pour améliorer le quotidien. Et il y a surtout un certain nombre de choses, ce sont les fausses croyances, et le fait aussi de cette théorie de groupe, c'est aussi de changer les croyances des gens qui finalement engrainent et limitent les choses. Donc ça a été théorisé, et du coup ce programme existe et depuis de nombreuses années à travers le monde. Alors ça c'est le programme qui est développé sur la photographie, qui est développé en fait au Québec. Donc c'est ce qu'on appelle le programme d'autogestion des maladies chroniques. Et vous voyez sur la photo, c'est plus maintenant les patients eux-mêmes qui ont pris le projet en main et sont maintenant enclins à faire perdurer ce projet et à l'animer. Donc maintenant en fait de plus en plus c'est pas uniquement des soignants qui font de l'animation, c'est vraiment des patients eux-mêmes qui ont déjà eu cette formation, qui continuent et qui deviennent animateurs et qui vont perdurer. Donc l'essence même aussi de ce projet, on va vous en parler tout à l'heure, c'est aussi d'essayer de mélanger à la fois des soignants, des patients, donc en fonction un peu en binôme, pour justement mieux parler et être plus à même de parler aux futurs participants. Donc après, il y a un certain nombre de choses, ça on va y revenir tout à l'heure sur les différents items qui seront abordés dans le programme, mais l'idée c'est vraiment de rendre acteur le participant. Je vous ai mis une petite diapositive qui vous illustre un petit peu le champ actuellement en jaune. Vous avez les pays qui sont actuellement concernés par ce programme d'autogestion des maladies chroniques, essentiellement des pays anglo-saxons, langue anglaise et langue espagnole, puisque la Californie étant proche du Mexique. Et donc c'est un programme qui est largement diffusé à travers le monde, avec des petites spécificités, qu'il soit orienté vers les douleurs ou alors vers certaines maladies infectieuses, le sida, les hépatites, ou également la notion de cancer. Donc tout ça c'est abordé plus ou moins avec certaines notions, mais le programme en lui-même ne va pas aborder une maladie chronique au sens propre comme on peut le voir en éducation thérapeutique. On va cibler un certain nombre de choses. Là on va vraiment rester le plus superficiel possible, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où c'est un programme où dans les groupes vont participer des patients avec des maladies chroniques diverses et variées. Donc on ne va pas répondre à la pathologie qui va concerner le participant, mais plutôt à son cadre de vie et à la façon de voir les choses. Alors, juste quelques mots et 2 mots sur l'évaluation du programme. Alors, on ne parle pas de nulle part, c'est pas un programme qui sort du chapeau et qui n'a jamais été évalué. Bien au contraire, c'est probablement le programme qui a été le plus évalué sous forme d'éducation à la santé à travers le monde. Donc, il y a énormément de publications sur le sujet. Là, on a sorti une qui date de 90, des années 90, qui a permis donc de valider ce programme, à la fois l'échelle qualitative, sur l'amélioration de l'exercice par les participants, sur la gestion de leurs symptômes, sur la communication aussi, on aborde aussi la communication avec les soignants, les médecins, les autres professionnels de santé, sur l'état de santé perçu par le patient, la fatigue, le handicap, et également tout ce qui est aspect quantitatif sur le côté médico-économique. On voit que les participants qui ont bénéficié de ce programme ont moins de jours d'hospitalisation, moins de fréquences de consultation, etc. Alors, l'objectif de ce projet EFI Chronique, c'est non pas qu'il s'adresse à des populations de maladies chroniques, parce que c'est déjà le cas à travers le monde, mais en fait c'est de cibler des futurs participants qui sont en situation de maladie chronique et qui sont surtout en situation de vulnérabilité. Et l'idée, c'est justement d'implémenter ce programme dans cette population-là. Alors c'est pas l'unique objectif, là c'est une liste un petit peu peut-être dense d'objectifs, mais l'idée est également, d'abord, parce qu'il y a plusieurs points dans ce projet européen, c'est que d'abord il faut identifier repérer les groupes d'individus
et c'est pas forcément évident parce que il y en a pas les mêmes critères hein, à travers l'Europe. Chaque pays a ses propres outils, ses propres critères. Donc l'idée c'est également dans chaque pays d'identifier ces populations-là. Donc on a déjà un certain nombre de critères qu'on a validés, mais c'est la raison aussi pour lequel on avait travaillé il y a 6 mois pour ceux qui étaient là dans un groupe de travail pour valider les critères en tout cas pour la France. Il y a également, deuxième objectif, c'est d'avoir des stratégies un peu spécifiques pour toucher ces individus et savoir comment les repérer, quelles institutions vont pouvoir nous aider, quelles associations vont pouvoir nous aider pour faire un maillage du territoire pour être au plus proche du lieu de vie des patients et des futurs participants. Il y a l'aspect 3 qui est de mettre en œuvre le programme parce que l'objectif c'est 500 participants en 2 ans. C'est un objectif très ambitieux. 500 participants, c'est énormément de monde. Alors on n'est pas sur une échelle locale, hein, uniquement en Montpellier. Nous, on veut vraiment drainer au maximum la région Occitanie. Notre projet, c'est d'abord de s'appuyer sur ce qu'on sait faire le mieux, donc en local sur le CHU, parce que c'est une source d'information, mais surtout de compter sur les appuis de la région, les appuis en zone rurale. On a Manuel qui est là, Manuel Ramos, qui s'occupe en fait de drainer, faire un maillage du territoire au niveau des zones rurales aussi, donc c'est sa mission. Donc voilà, c'est notre objectif également. Et puis après, il y a l'évaluation de l'impact, donc il y aura des questionnaires pour les participants, on va y revenir. Et puis derrière, le dernier objectif, d'ailleurs c'est Montpellier qui s'en occupe, c'est d'élaborer des recommandations justement sur toutes ces étapes-là pour que ce programme puisse être ensuite implémenté dans d'autres villes, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Donc le programme IFI chronique va s'adresser à des patients atteints de maladies chroniques vulnérables, mais également aux aidants. Les aidants naturels de ces patients atteints de maladies chroniques. On ne cible pas uniquement la population maladie chronique, mais également les aidants, et c'est aussi un des points forts du projet. Alors, je vais vous dire quelques mots que vous connaissiez un petit peu les critères d'inclusion qui sont été définis maintenant, et des critères non d'inclusion, c'est important. Donc, le critère d'inclusion numéro 1, c'est d'abord une personne ayant une maladie chronique, avec un des critères de vulnérabilité suivants. Donc soit c'est une personne âgée de plus de 65 ans qui vit seule ou dans une maison de retraite, mais qui se trouve quand même dans une situation d'isolement familial ou social, soit des détenus, soit des minorités ethniques à faible revenu, soit des immigrants légaux, réfugiés et demandeurs d'asile à faible revenu, ou toute autre personne vulnérable qui est à faible revenu. Et le faible revenu est défini par plusieurs critères. Soit ils sont au RSA, soit ils bénéficient d'une AAH, soit ils bénéficient d'une ADA, soit d'une ASPA pour les personnes âgées. On inclut également ceux qui bénéficient d'une pension d'invalidité, quel que soit leur revenu. Et donc il y a des critères un petit peu quantitatifs, hein. C'est le revenu du seuil de pauvreté qui est le critère validé qu'on a pris en compte, qui correspond à 60% du niveau médian pour l'année 2015. Ça fait à peu près 1 000 € pour une personne. Tout ça, on va vous le détailler après dans les moyens de recruter les participants. Les aidants naturels aussi peuvent être inclus, et la vulnérabilité pour ces aidants, c'est d'être sans moyen de transport ou avec un accès limité. Donc soit ne pas avoir de voiture particulière, soit ne pas avoir accessible des transports en commun à proximité de leur lieu de vie, ou alors c'est un isolement numérique, pas de Wi-Fi, pas d'internet. Et il y a des critères de non-inclusion, on est dans une étude. D'abord, je pense que le grand critère, c'est les personnes doivent être motivés. Les participants doivent être motivés, et donc il faut qu'ils s'engagent pour au moins 6 mois. C'est le temps à la fois de formation et également de suivi et d'évaluation à 6 mois par questionnaire. Il ne faut pas qu'ils soient en période de crise parce que pour un groupe c'est impossible à gérer, évidemment. Des personnes sans abri, sans domicile fixe non plus peuvent pas non plus être intégrés, puisque on n'aura pas moyen de les suivre, et donc du coup ça rend l'évaluation impossible et impossible en pratique. Donc on ne peut pas les inclure, à part s'il y a des personnes sans abri qui peuvent être répertoriées, qui ont vraiment
des modes de vie qui font que régulièrement on peut les suivre, on peut les tracer, d'accord, mais il faut être vraiment au cœur avec eux, et puis via je pense à certaines associations qui peuvent le proposer. Des troubles psychologiques graves, ça c'est pareil, c'est le même principe, hein, c'est pour l'organisation du groupe. Les déficiences cognitives importantes, parce que là on va pas apporter évidemment de choses pour ces patients. Les addictions, et aussi un niveau de compréhension de la langue française insuffisant. Pour les échanges, c'est évidemment compliqué. Donc, pour terminer sur le projet, là je vous ai fait une large revue du projet. Donc c'est unique en France, c'est la première fois que ce programme et ce programme d'éducation va être accessible à des participants en France. Donc ça s'adresse à des maladies chroniques avec des critères de vulnérabilité. Et donc je vous disais, 500 patients sur 2 ans, donc c'est un challenge important. Et on compte sur vous aussi pour nous aider à le réaliser. Donc c'est une mobilisation à la fois de tous les partenaires. On a déjà contacté un certain nombre de personnes. On a obtenu le soutien de l'ARS et on les en remercie également. On a d'autres soutiens qui probablement viendront officiellement dans les semaines qui viennent là-dessus. Alors je vais juste terminer en disant quelques mots sur l'organigramme de ce projet. D'abord, ce que je vous disais, c'était un projet européen, donc financé par l'Europe. Le coordonnateur, c'est l'Espagne, mais il y a d'autres centres qui participent, donc Montpellier pour la France, Gênes pour l'Italie, Rotterdam pour les Pays-Bas et Londres pour le Royaume-Uni. Donc c'est une coordination internationale, et au niveau local, donc pour la France, moi Yves-Marie Pers, donc je coordonne avec Christian Jorgensen ce programme, mais vous avez Verouska Valsecki qui est chargé de mission, que vous connaissez peut-être par échange, au moins par mail, peut-être vous levez, comme ça tout le monde vous voit bien. Manuel Ramos également chargé de mission, et puis on a sur ce projet développé un comité de pilotage qui regroupe un certain nombre de personnes, à la fois d'assistantes sociales, des cadres, les équipes d'éducation thérapeutique. Il y a des invités extérieurs, la Croix-Rouge aussi, Insertion qui nous aide, qui nous a beaucoup aidé, qui participe. Toutes les personnes qui sont ici y participent aussi, donc ce qu'on appelle les master trainers qui ont suivi la formation, qui permet de mieux préciser le contenu du programme, et c'est totalement ouvert. Donc moi aussi ce que je souhaite, c'est qu'une fois que si vous êtes vraiment enclenché dans ce projet là, moi ce que je souhaite, c'est que aussi vous puissiez venir si vous êtes disponible pour échanger. En fait on fait des réunions mensuelles dans ce comité de pilotage et on échange un petit peu sur l'avancée du programme. Donc il n'y a aucun problème pour que vous puissiez être présent. Donc les master trainers, donc il y a Adrien Durand, à ma gauche, Céline Cardozo, Rosanna Ferreira, il y a Christina qui est une kinésithérapeute aussi, mais qui n'a pas pu rester, qui fait partie qui a été validée. Et puis on a également dans un premier temps identifié un groupe de travail qui s'occupe justement de repérer les participants. L'idée étant de valider ce travail pour ensuite qu'il puisse être diffusé sur la région, pour que à chaque niveau, à chaque structure, que ce soit une structure hospitalière, une structure médicale ou soignant, puisse également s'aider de ces critères pour recruter des participants. Et puis il y a vous, les animateurs et les participants. Voilà un petit peu pour l'organisation. Comment ? Et j'ai oublié le plus important, en rouge, les organisations, les institutions qui sont évidemment très importantes pour permettre le maillage, vous, les associations de patients. Donc ça, c'est une pierre très importante. Pour l'instant, c'est en fait finalement ce projet, il va vivre grâce à vous, d'être là sur le terrain pour identifier les participants, etc. C'est effectivement une part importante. Alors, on va enchaîner. Je voudrais juste préciser, pour les questions, on va les faire à la fin, si ça vous le dérange pas. Pourquoi ? Parce que comme on enregistre et qu'on n'a pas de micro portable, on va le faire à la fin, si ça vous dérange pas, et comme ça nous permettra d'échanger facilement. Bon, là, on va discuter plutôt par rapport à la formation elle-même, pour vous donner un peu l'aperçu de qu'est-ce que c'est la formation. Je passe. Ouais.
comme Yves-Marie vous a dit, c'est un programme d'autogestion des maladies chroniques. Et en France, il existe en différents pays, comme il vous a dit. Ici en France, on a décidé de l'appeler Vivre en santé avec une maladie chronique, qui correspond un peu au livre que vous aurez aussi pour la formation. Bon, et c'est pas l'éducation thérapeutique, mais je vais vous dire, c'est plutôt l'éducation à la santé du patient. Et c'est plutôt l'éducation à la santé du patient, c'est plutôt visé à optimiser en fait la capacité du patient à prendre une décision pour prendre soin de sa santé. Il y a différents objectifs: définir eux-mêmes ses problèmes et leurs besoins, comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pour résoudre en associant ses propres ressources. Ça c'est important, c'est tenir en compte ses ressources avec un appui extérieur. Décider des meilleurs moyens de favoriser une vie saine et pour promouvoir le bien-être de tous. Il y a certaines différences. L'éducation pour la santé thérapeutique, il y a toujours un bilan éducatif partagé, comme vous le savez. Des séances éducatives, ça peut être individuelles ou collectives. Il y a un suivi et une évaluation, l'expression du patient, des récits du patient et un apprentissage adapté, personnalisé. Les programmes, c'est des séances, en tout cas pour ces programmes, c'est des séances collectives. On va vous mettre à disposition des outils ou proposer des outils pour identifier les problèmes, décider les solutions qui conviennent. En tout cas, chaque participant, c'est lui qui va décider les solutions qui lui conviennent et mettre en place les actions pour vivre en santé. C'est des informations plutôt généralistes, mais c'est un premier pas pour une formation en ETP à postérieurement en autre formation. Au niveau de l'organisation du programme, donc ce programme a été développé par l'université de Stanford. Ce sont eux les instructeurs, les développeurs du programme. Ils ont ensuite transmis ce programme, cet apprentissage aux formateurs d'animateurs. On a utilisé tout à l'heure le terme de master trainer. On va maintenant se contenter du terme de formateur parce qu'on n'aimait pas trop cet anglicisme. Donc nous sommes tous les trois et avec Christina des formateurs, et donc nous allons ensuite pouvoir vous proposer à vous la formation pour devenir animateur, pour qu'ensuite vous puissiez développer le programme et le proposer aux participants et aux aidants vulnérables. Au niveau de la formation, au niveau pratique, la formation pour les animateurs, elle va se dérouler sur 4 jours, 28 heures en tout, 7 heures par jour, hein, c'est des journées qui vont être complètes. On sera 2 ou 3 formateurs d'animateurs à nous adresser à un groupe qui sera de 15 à 20 futurs animateurs à peu près. Et ensuite, une fois que vous aurez reçu cette formation, il y aura un petit temps pour vous pour s'approprier le programme, pour pouvoir avoir le temps de le relire, disons 2 à 4 semaines selon les personnes, et puis ensuite vous pourrez proposer le programme aux participants. Le programme il sera toujours fait en co-animation à 2 animateurs. Il y a aussi la possibilité de le faire à 3 si certaines personnes veulent être un groupe de 3, c'est tout à fait faisable. Et on va s'adresser à un groupe de 10 à 15 participants à peu près. Le programme il va se dérouler sur 6 semaines, une séance par semaine, qui dure environ 2h30. Donc ça c'est un schéma de la formation à destination des participants. On va revenir sur le contenu dans la diapositive suivante. Juste cette diapositive, elle permettait de resituer les 5 grands principes, les 5 piliers sur lesquels sont basées la formation. Le fait que, comme dans tout groupe d'éducation à la santé ou d'éducation thérapeutique, il n'y a pas de jugement entre les personnes, que toutes les idées sont acceptées. Le fait qu'on va respecter la confidentialité des échanges pour permettre de favoriser ces échanges, excusez-moi. Le plan d'action, ça va être l'activité principale du programme. Le but, ça va être de pouvoir permettre aux participants de formuler un plan d'action et de pouvoir essayer de le mettre en œuvre en fait chaque semaine, et l'intégralité du programme va tourner essentiellement, en tout cas principalement autour de cette activité-là. Le groupe, donc chaque participant va devenir un acteur de sa propre maladie, et le groupe va être là aussi pour l'aider à gérer, à résoudre ses problèmes et à échanger, à participer sur les retours d'expérience. Et les animateurs, ils seront là pour faciliter ces échanges, je vais pas y arriver avec ce mot,
et faciliter l'expression du groupe. Au niveau du contenu, donc on a dit qu'il y avait 6 séances pendant 6 semaines consécutives, des séances de 2h30 à peu près, et dans chaque séance, on va aborder entre 5 et 8 activités en tout. Donc par exemple, sur la séance 1, il va d'abord y avoir un temps de présentation pour présenter le programme aux patients, un temps de présentation des participants aussi, et ensuite on va aborder une activité sur le lien corps-esprit. Ça va être comment on apprend à gérer ces symptômes, la gestion cognitive des symptômes. Une activité sur le bien dormir, comment on identifie les choses qui favorisent un meilleur sommeil. Et l'activité sur la formulation du plan d'action, celle-ci qui va revenir du coup chaque semaine. Je ne vais pas détailler toutes les séances, mais vous voyez qu'en début de chaque séance, il y a toujours de prévu un partage d'expérience justement sur les plans d'action où chaque participant va pouvoir du coup rappeler au groupe quel était son plan d'action, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire, comment est-ce qu'il a réussi ou qu'est-ce qui lui a posé problème peut-être. Et là, le groupe va pouvoir l'aider aussi à résoudre les problèmes s'il en a rencontré. Et donc on va avoir plusieurs activités au fur et à mesure des 6 semaines qui vont porter sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur la relaxation. Il va y avoir des activités sur la gestion des symptômes, la gestion de la dépression, la pensée positive, la gestion du sommeil, la gestion de la douleur, pour que les participants puissent se rendre compte en fait que même si chacun a une maladie chronique qui est différente, même si chacun a ses problèmes qui lui sont personnels, finalement l'ensemble des maladies chroniques, on va pouvoir rencontrer des problèmes, des symptômes qui sont similaires et on va pouvoir trouver des solutions qui sont similaires et chacun va pouvoir trouver au sein du programme des solutions qui lui iront à lui-même. Donc pour mener à bien ce programme, nous avons préparé un dispositif complet d'outils et de supports qui vous aideront à animer donc chaque séance. L'outil principal et je dirais le support clé, c'est le manuel de l'utilisateur. C'est un outil qui va vous décrire chaque séance, un peu comme a commencé à le faire ici Adrien. Mais vous aurez vraiment, j'ai 2 diapos derrière qui vont vous donner un descriptif, un extrait de ce manuel, et vous l'aurez en consultation possible sur la table ici à côté. Donc ce manuel, c'est vraiment la Bible de l'animateur, du formateur. Il sera aussi composé, enfin ce kit d'outils et de supports sera accompagné, le manuel de kit d'affiches. Les affiches sont aussi consultables sur cette table. Mais elles sont en espagnol, mais vous les aurez en français. On s'est organisé. Donc voilà, le manuel de l'animateur, c'est le support clé. Les kits d'affiches sont déjà prêts à l'emploi pour chaque binôme d'animateurs. Vous avez aussi le livre de référence qui s'intitule « Vivre en santé avec une maladie chronique », qui est lui, là aussi, en espagnol, mais vous l'aurez en français. Et des vidéos et des CD pour tout ce qui est exercice physique, de relaxation, de méditation. Donc tout ça, c'est vraiment un kit complet, prêt à l'emploi, qui vous sera communiqué au même moment que la formation. Pardon. Pour les... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pour les patients, vous aurez aussi un livret patient qui est le résumé du livre de référence, qui est beaucoup plus petit et simplifié. Et vous aurez quand même le CD des exercices de relaxation et des exercices physiques qui permettra à chaque participant de reproduire à son domicile ou à un moment qu'il choisira les exercices qu'on lui aura fait faire en séance de formation. Donc comme je vous le disais, ici cette diapo qui est assez chargée, l'objectif c'est pas de lire vraiment ce qu'il y a dans la diapo, c'est un extrait du manuel et l'intérêt là c'est de vous montrer qu'en fait tout est aussi prêt à l'emploi. Les objectifs de la séance, vous vous souvenez, la séance c'est 2h30, une séance composée de différentes activités. Donc le but de la séance, les objectifs, le matériel nécessaire, les lectures préalables qui se trouvent dans le livre que vous aurez en français, l'ordre du jour à afficher, tout cela sera inscrit dans le manuel. Chaque activité, de la même façon, est décomposée.
Vous aurez pareil le timing, le numéro de l'activité, la liste du matériel, les consignes et les affiches à extraire de votre kit d'affiches pour animer cette session d'activité. Tout ceci est fait en fait pour pouvoir vous faciliter la conduite de l'animation, vous concentrer vraiment sur la relation avec les participants et aussi pour harmoniser les différentes formations qui vont avoir lieu puisqu'on aura des binômes d'animateurs différents. Donc là, on respectera vraiment aussi les prérequis et la fiabilité du projet d'étude. Alors concernant ce qui est attendu des personnes, des futurs animateurs, le but, comme dans tout groupe d'animation, ça va être que vous puissiez être des moteurs, des soutiens positifs pour le groupe, pour permettre aux participants de favoriser l'expression, d'avoir un bon climat, que chacun puisse s'exprimer et participer au sein du groupe. Une chose qui va être importante par rapport à la population qui est ciblée dans le projet, la population vulnérable, ça va être d'avoir une connaissance sur les systèmes d'aide sociale qui existent, sur les réseaux qui existent dans le territoire où vous allez être impliqué en termes d'associations, en termes de ressources, de recours par exemple. Au niveau des binômes d'animation possibles, il y a plusieurs situations qui seront possibles. La chose qui sera l'idéal, ça serait de pouvoir avoir un professionnel de santé en animation avec une personne malade ou avec un proche aidant d'une personne malade. Ça, c'est la situation qui est idéale, mais il y a d'autres situations qui sont possibles. On peut avoir un bénévole ou un salarié d'association avec un professionnel de santé, ou deux professionnels de santé, dont un qui a une maladie chronique, ou enfin un professionnel de santé avec une personne vulnérable sans maladie chronique. Les deux dernières situations sont utilisables si les autres ne sont pas possibles, mais sont à garder en dernier recours. Un bénévole ou un salarié d'association avec une personne vulnérable sans maladie chronique, ou deux professionnels de santé dont aucun n'est aidant ni malade chronique. Une chose qui sera importante en fait dans les binômes, pourquoi dans la majorité de ces binômes on insiste sur le fait qu'il y ait un professionnel de santé, c'est parce que comme on se place dans le cadre d'une étude, il va y avoir des consentements à signer pour les participants et il est prévu que les consentements soient signés avec un professionnel de santé. Après, l'autre chose qui est importante par rapport au programme, comme on l'a dit auparavant, c'est que les théories de base du programme sont sur l'autoconfiance et le fait que ça soit renforcé par l'apprentissage par les pairs et que c'est très important du coup d'avoir des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou des proches aidants de personnes atteintes de maladies chroniques pour renforcer la participation, l'adhésion au groupe. Dans les cas que vous trouvez ça, dans un binôme sans professionnel de santé, il faut juste nous prévenir. Et à ce moment-là, pour les premiers jours, on peut se déplacer, on pourra s'organiser éventuellement pour les premiers jours pour la signature des consentements. Mais si c'est le cas, il faut juste nous prévenir. C'est pas impossible à faire. Et puis enfin, dernière précision, quelle que soit la composition du binôme, pendant l'animation, les animateurs ne se présenteront pas en tant que professionnels de santé ou salariés d'association, mais le but c'est de se présenter en tant que soit personne atteinte de maladie chronique si c'est le cas, soit en tant que proche aidant une personne atteinte de maladie chronique, ce qui sera a priori le cas pour tout le monde. On a tous dans notre entourage ou dans notre famille, dans nos amis, quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique et donc comme sur la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, la théorie de l'apprentissage par les pairs, donc c'est pour ça qu'on va se présenter de cette manière-là, et pas comme le professionnel de santé qui va venir donner l'information descendante aux participants atteints de maladies chroniques. Au niveau du parcours des participants et des actions des animateurs, alors la première étape, ça va être le recrutement. Il va falloir vérifier que les participants respectent les critères d'inclusion et de non-inclusion. Ils doivent pouvoir avoir un petit délai de réflexion dans le cadre des études et ils vont devoir signer le consentement avec un professionnel de santé. Votre rôle dans cette partie-là, ça va être surtout de pouvoir recruter, identifier les participants qui vont être intéressés et pouvoir gérer les locaux où se tiendront les réunions.
Ensuite, donc, et les personnes qui seront ressources pour vous en cas de problème, ça va être surtout les coordinateurs Verouchka et Manuel. Après, au moment du déroulé des séances, donc de la séance 1 à la séance 6, vous en tant qu'animateur, il va falloir donc animer le programme. Les participants, ce qui leur est demandé, c'est d'être présents aux séances. On va considérer qu'un participant complète le programme s'il participe à au moins 4 séances sur 6. C'est possible qu'il ait un problème et qu'il puisse ne pas participer à 1 ou 2 séances. Et une chose qui sera importante, on a parlé tout à l'heure des questionnaires, de l'évaluation de ce programme. Les questionnaires seront à distribuer au cours de la séance numéro 1 et les participants auront pour consigne de les remplir entre la première et la deuxième séance et de pouvoir les rapporter à la deuxième séance. Ça, ce seront les questionnaires d'évaluation de base pour qu'on puisse avoir une idée de l'état de santé et des comportements de santé au début, avant la réalisation du programme. Et ces questionnaires seront envoyés aux participants 6 mois après la fin de la 6e séance pour l'évaluation du coup à 6 mois et pour pouvoir évaluer l'impact du programme sur leur comportement de santé. Pour les questionnaires à 6 mois, les animateurs n'auront pas à s'en occuper. À la fin du premier questionnaire, il est prévu, on demande aux participants de quelle manière ils veulent recevoir le questionnaire à 6 mois, par courrier ou par email, et après donc c'est les personnes qui s'occupent de l'étude au CHU qui vont s'occuper de ça, et vous en tant qu'animateur vous n'aurez pas à gérer la partie questionnaire à 6 mois. Par contre il vous sera demandé de récupérer les questionnaires initiaux. Une chose particulière qui sera demandée également aux animateurs dans l'interséance entre la première et la deuxième séance, c'est de pouvoir appeler les participants en se répartissant du coup le groupe de participants entre les deux co-animateurs. C'est d'une part, ça peut, c'est pour leur demander où ils en sont par rapport au remplissage du questionnaire, mais aussi c'est surtout prévu par rapport au programme pour leur demander où ils en sont par rapport à leur plan d'action en fait, pour les encourager dans leur plan d'action hebdomadaire. Dans toute cette partie de formation, s'il y a le moindre problème, le moindre souci, nous serons vos interlocuteurs, hein, tous les 4 avec Christina également, si vous rencontrez des difficultés. Juste une précision par rapport au questionnaire. Dans l'interséance où les participants vont avoir à le remplir, on est en train de réfléchir et on a déjà bien avancé sur un moyen de pouvoir les assister en cas de besoin. Donc des équipes de bénévoles qui pourraient les épauler à remplir ces questionnaires. L'objectif de ce programme, c'est pas de mettre les gens en difficulté, au contraire, c'est de les appuyer vers vraiment une autonomie et donc ça c'était important de le souligner à ce niveau-là. Là, on va parler un peu par rapport au repérage des participants. Et déjà, il y a un groupe de repérage au CHU. Si vous avez des difficultés pour repérer des participants, vous pouvez aussi nous demander de l'aide. Et aussi par rapport aux médecins généralistes, on est en train de contacter les médecins généralistes qui aussi vont nous envoyer des patients, les pharmaciens, les animateurs, vous-même, vous savez aussi votre possibilité de repérer par rapport à votre entourage, mais vous vous inquiétez pas non plus, s'il y a des soucis, on pourra vous aider, surtout par rapport à Montpellier. Et il existe aussi un site internet que vous pouvez consulter, on vous montrera plus tard, et aussi différentes institutions, associations qui nous aident pour le repérage des patients. Après, vous, à niveau des presses, c'est pas encore fait, mais c'est fait aussi une communication par rapport au projet. Et vous verrez, vous avez vu déjà probablement des affiches par rapport au projet FI Chronique qui expliquent vraiment à quoi consiste, à qui c'est dirigé. Ça, c'est une brochure qui va vous aider aussi par rapport à quoi consiste ce programme. Toutes les choses qu'on a discutées aujourd'hui, c'est un peu résumé aussi sur ces brochures. Ces repérages des participants, c'est plutôt pour les participants où ils vont vérifier si ces programmes correspondent à eux et s'ils pensent qu'ils peuvent bénéficier de ces programmes. C'est plutôt pour un repérage personnel. Je ne me détiens pas sur les questions, mais c'est par rapport aux symptômes des différentes maladies chroniques et voir s'ils remplissent les critères de vulnérabilité pour pouvoir bénéficier. Bien sûr, les participants, les aidants aux patients peuvent aussi nous contacter à travers une adresse mail qui existe.
et à travers des sites aussi. Ça, c'est les sites. Bon, si je clique, je rentre sur les sites que vous pouvez voir. De toute façon, vous aurez aussi à disposition tous les diapos et vous aurez aussi à disposition ces sites. En tout cas, ça défile pour les participants qui peuvent remplir pour que nous on les contacte par la suite, et aussi par rapport aux animateurs. Pareil. Et nous on reçoit, c'est Veluska qui reçoit, et après on répond. Je pense que certains de vous déjà a utilisé. Ça c'est pour les animateurs. Tous ces éléments, donc l'affiche est ici, le flyer sur la table aussi. On ajoutera donc le quiz de repérage. Tout ça, c'est à disposition pour consulter, voire même si vous voulez en emporter déjà avec vous. Donc, le projet a eu un financement de l'ARS, parce qu'il rentrait bien dans les thématiques de l'ARS sur les formations et le financement des patients à des formations. Donc, je vais vous présenter vite fait les indemnités pour les animateurs et les indemnités pour les participants. Donc, les conditions nécessaires pour les animateurs, si vous faites partie du CHU de Montpellier, pour des questions de couverture, la formation se déroulera sur le temps de travail et il y aura l'indemnité qui sera reversée au CHU, au pôle, pour couvrir cette absence. Pour les autres, l'indemnité sera sous forme ou de chèque cadeau ou de virement. Donc pour les animateurs, il y a ça sera une somme de 200 € pour la formation, les 4 jours qu'on vous a présentés, et après 50 € par session, ce qui fait un total de 300 €, ce qui fait 500 € au total. Les déplacements sont pris en charge sur la région Occitanie, c'est-à-dire si vous venez ailleurs de la région Occitanie, ça ne pourra pas être pris en charge. Par contre, tout ce qui se passe dans la région Occitanie, ça sera pris en charge. Vous devez fournir, si vous êtes extérieur au CHU, votre carte grise, un justificatif de domicile et un RIB. Et on pourra effectuer le versement à la fin de l'ensemble du cycle de formation. Voilà. Pour les patients, donc ça sera uniquement des chèques cadeaux. Il est prévu 20 € par session, soit 120 € en chèques cadeaux au total. Les chèques cadeaux seront remis aussi à la fin des sessions et ce sera sûrement au département de rhumatologie. Il faudra que les patients aillent chercher leur chèque cadeau ou alors vous viendrez récupérer les chèques cadeaux et vous le donnerez aux patients. Ça sera à voir en fonction au cas par cas. Soit par courrier postal si effectivement les personnes habitent loin ou sont en difficulté de mobilité. Pour valider toutes ces dépenses au niveau de l'ARS, il est très très important de remettre d'avoir un suivi de tout ce qui a été fait. Donc il sera nécessaire d'avoir des questionnaires de satisfaction pour la formation des animateurs, mais aussi pour la formation des patients. Normalement, donc ça c'est le questionnaire pour la formation des animateurs. Pour les patients, ça sera un questionnaire assez light qui sera sûrement déjà dans le questionnaire que vous allez leur donner pour le projet en lui-même. Et aussi, ce sera très important de nous fournir une feuille de présence, voilà, qui sont un peu détaillées là. Mince, pardon. Donc un petit rappel des conditions en général, c'est assister à l'ensemble des sessions prévues au programme, compléter les feuilles de présence et questionnaires et nous les remettre. Être patient car les délais de paiement peuvent être longs, donc vraiment ne pas s'attendre à je fournis tous mes documents et puis je vais tout avoir de suite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager pour l'argent, c'est toute autre condition qui est importante. Donc chèques cadeaux qui seront remis au département ou virement, donc fournir un RIB, justificatif de domicile et carte grise. Voilà. La première formation, si vous êtes inscrit, ça commence le 4 juin au 7. Et il aura à disposition, en tout cas, si vous arrivez en voiture, il y aura un parking gratuit. Les modalités, on va bien vous expliquer postérieurement, mais en tout cas, il y a la possibilité d'un parking gratuit.
Et ça, c'est bon. Et pour les repas, pendant les périodes de formation, pareil, c'est compris. Cela fait au self, programmer tout ça. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez nous contacter, s'il y a des questions. Il y a un numéro de téléphone, un mail, comme je vous avais dit. Et on va répondre à votre question. Place aux questions. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des questions? La durée de remplissage du questionnaire, c'est votre question. On l'a évalué sur un certain nombre de patients. En gros, c'est à peu près 1 heure. Donc ça demande du temps, mais c'est à peu près 1 heure. Ça dépend évidemment des patients, hein, mais c'est à peu près 1 heure. Madame. Attendez. Juste pour préciser, le questionnaire, donc ils auront 1 semaine pour pouvoir le remplir, et donc ils pourront le remplir en plusieurs fois, et ils peuvent se faire aider également pour le remplir. Hein. C'est pas obligatoire de faire 1 heure d'un coup de questionnaire. Donc effectivement, on a imprimé un questionnaire qui regroupe l'ensemble des questions, l'ensemble des paramètres qu'on évalue, donc c'est assez dense, donc fourni, mais ça vous donne une idée du type de question et du temps que ça peut prendre. Oui, la question était, est-ce que c'est uniquement les animateurs qui vont repérer et inclure les participants dans les groupes ou participer? Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que on souhaite quand même aussi que les animateurs participent au recrutement, parce que c'est quand même compliqué, et puis surtout ça dépend aussi du type d'animateur, hein. Quelqu'un qui est dans une association, je sais pas moi, de migrants par exemple, je peux imaginer qu'il est plus au contact des migrants que moi ou que quelqu'un d'autre. Donc l'idée étant d'essayer de s'appuyer sur la structure dont dépend cet animateur pour essayer de recruter des participants. Mais c'est pas obligatoire. Par exemple, pour les premiers groupes, on va d'abord s'appuyer sur les patients que l'on connaît, que nous on connaît, ou du CHU de Montpellier qu'on va repérer assez facilement, sachant que la plupart d'entre vous sont de la région de Montpellier. Mais par contre, ça va dans les 6 mois qui viennent. Oui, on est en train de s'organiser pour que le recrutement se fasse à l'échelle plus régionale, et donc nécessite plusieurs intervenants. C'est pour d'où le développement d'un chargé de mission qui soit vraiment chargé de ça. Donc la question était de savoir comment on va faire pour repérer la vulnérabilité. Surtout, c'était la question. Effectivement, c'est une question qui nous a beaucoup préoccupés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs critères dans la vulnérabilité. Les participants ne sont pas obligés de remplir l'intégralité des critères. Le fait d'être bénéficiaire de la CMU complémentaire est un critère à part entière. Donc toutes les personnes bénéficiaires de la CMU complémentaire sont éligibles au titre de la vulnérabilité. Toutes les personnes qui perçoivent le RSA sont éligibles au titre de la vulnérabilité, comme toutes les personnes qui ont une pension d'invalidité, quel que soit le montant de cette pension d'invalidité. Le petit quiz repérage participant qu'on a vu rapidement tout à l'heure peut être par exemple un outil qui permet aux participants de vérifier est-ce qu'il répond ou pas aux critères. Après, une chose qu'on a longtemps discuté aussi, c'est est-ce qu'on allait demander un justificatif par rapport à cette vulnérabilité? La réponse est non. Il ne sera pas demandé aux participants de présenter un justificatif de CMU complémentaire, de RSA ou une feuille d'impôt pour justifier qu'il perçoit moins de 60% du revenu médian, moins de 1015 € par adulte et par an et par mois. Donc la question était, est-ce que les personnes bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, de l'ACS, peuvent être bénéficiaires? Et donc au vu des informations que vous nous apportez, effectivement, on inclura ce paramètre dans les critères d'inclusion au terme de la vulnérabilité. On est d'accord, hein, c'est pour cette raison que notre cible, c'est pas uniquement CHU, bien au contraire, hein, c'est vraiment de s'attaquer au milieu rural. Donc il y a un groupe de travail qui est ciblé, qui va se réunir là début mai, donc je pense qu'en juin, et on a déjà une quinzaine par exemple sur un projet pilote sur Clermont-Lérault d'animateurs, que ce soit de pharmaciens, infirmières, réseau Azalée, etc. Donc on est vraiment sur cette optique-là, vraiment. C'est vrai qu'il faut monter l'information bien sûr. sur ces territoires-là.
Alors, exactement. Exactement. L'objectif, c'est dans un deuxième étape d'avoir d'abord un projet pilote sur Clermont-Lérault parce que c'est proche, etc. Et qu'ensuite on puisse le diffuser et l'étendre sur les autres départements, sur les autres régions du Haut-Canton de l'Hérault et ailleurs. Hein. Donc on est vraiment dans cette optique-là dans les semaines, les mois qui viennent. Non. En termes organisationnels, effectivement, dans les zones rurales, ce sera sur les lieux de vie des participants. Donc ce sera à Clermont-Lérault ou à Lodève ou voilà, dans la région. Mais ce sera pas sur Montpellier. Et d'ailleurs, on compte également sur les institutionnels, les mairies, les conseils municipaux pour nous aider à trouver des salles, voire les MSP, hein, les maisons de santé pluriprofessionnelles, où il y a toujours peut-être plus de disponibilité de salles hein, pour l'organisation. Effectivement. Alors la question était comment ça s'organise, par exemple sur une municipalité, sur une communauté de communes, pour le recrutement des participants. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a des candidatures spontanées, donc la personne peut consulter le site internet et spontanément vérifier qu'il remplit les critères et dans ce cas-là se proposer à être inclus. Et deuxièmement, il y a une identification des participants, soit par la pharmacien, soit par le médecin, etc. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que pour l'instant, ce qu'on veut expérimenter, c'est une organisation sur le site choisi, c'est Clermont-Lérault. Mais l'idée derrière, c'est de valider cette expérience pour ensuite le répertorier dans d'autres centres ou dans d'autres villes, etc. Donc déjà, une fois qu'on a validé un type de fonctionnement, un type de personnes qui font un peu qui sont moteurs dans cette structure, peut-être ça va être différent dans une autre communauté de communes, mais au moins on aura validé le principe pour ensuite le répertorier ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est les échéances dans les 3 prochains mois, et puis après, je pense qu'à la rentrée, après l'été, je veux dire, en septembre-octobre, on sera à même de le proposer dans d'autres villes, selon en fait les affinités, selon le nombre de participants qui seraient intéressés, selon le pharmacien ou le médecin de village, etc., qui serait plus dynamique. C'est un peu l'idée. Voilà. Après, juste pour compléter, je ne sais pas si c'était la question, mais si par exemple vous en tant qu'animateur sur votre territoire, vous souhaitez un appui pour une lettre pour la mairie, le CCAS, ça tout à fait. Manuel Ramos et Verouchka sont là pour vous aider dans ces problématiques-là, et il y aura un appui de l'équipe effectivement pour avoir des courriers types avec des en-têtes officielles pour pouvoir faire les demandes de salles, ça tout à fait. Alors, comment sont réalisés les binômes ? Il y a 2 possibilités. Soit il y a une candidature de votre part qui est déjà sous la forme d'un binôme avec un professionnel de santé et une personne atteinte de maladie chronique, ou avec un bénévole d'association et un professionnel de santé, ou dans une des dispositions qu'on a présentées tout à l'heure. Soit vous candidatez en tant que personne individuelle et sans binôme, et on va voir à ce moment-là toutes les personnes qui candidatent de manière individuelle, voir quels rapprochements peuvent être faits pour vous proposer un binôme. Et par exemple, donc tous les 3 et Christina qui n'est pas présente, nous vous proposerons probablement de pouvoir former des binômes avec des personnes qui sont sans binôme. Tout à fait, ça c'est très important que la coordination soit bien entre les 2 co-animateurs. Les 2 co-animateurs, il faudra qu'ils suivent la formation en même temps d'ailleurs pour pouvoir créer cette symbiose aussi. Et pendant la formation des 4 jours, il va y avoir des exercices justement de co-animation. Et donc oui, les binômes, il faut qu'ils soient formés en amont de la formation pour pouvoir suivre la formation ensemble. Ça c'est sûr. Dans les groupes de participants, est-ce qu'il y aura des polypathologies ou des monopathologies? Alors, les personnes peuvent avoir 1, 2, 3 pathologies, ça c'est... Non, le but n'est pas de faire des groupes homogènes au niveau de la pathologie. Le but, c'est qu'il y ait des personnes qui aient justement des pathologies différentes, parce qu'en fait, ça permet de se rendre compte que même avec des pathologies différentes, on peut rencontrer les mêmes problèmes, et du coup, on peut avoir besoin des mêmes solutions pour aider à résoudre ces problèmes. Et qu'on peut se soutenir aussi en ayant des conditions de santé différentes. Alors, la question est par rapport aux croyances. Donc, c'était effectivement dans une des diapositives. Voilà, c'était dans cette diapositive par rapport à la conception du programme. Changer les croyances dans le sens où, on le sait tous, on a tous, malades ou pas malades, des idées qui sont fausses ou des croyances qui sont fausses et qui peuvent être un frein
à la mise en place de bons comportements de santé, par exemple. Et le but, ça va être que de pouvoir, pendant les activités, il va y avoir une expression justement de ces croyances sous différentes formes, et on va pouvoir justement mettre en évidence des choses qui vont être des fausses croyances pour pouvoir justement redonner la bonne information. Et bien sûr, sur l'histoire des croyances, le programme, il part vraiment sur des informations qui sont généralistes, qui sont vraiment validées et acceptées de manière générale. Et je vous assure qu'il n'y aura pas du tout de soucis, de débat par rapport aux informations du programme. Elles sont... elles ne poseront pas de soucis, et on est vraiment sur quelque chose de généraliste, sur des bons comportements de santé qui sont vraiment acceptés, validés de manière... très larges et qui sont de bon sens. Voilà. Il y aura pas de choses qui vous mettront en difficulté sur les informations et sur la correction des fausses croyances qui seront dans le programme. Alors sur la question donc est, une fois que les animateurs sont formés, est-ce qu'il y aura des groupes de participants qui leur seront attribués ? Par rapport, la réponse est non, dans le sens où on va pas vous dire allez animer à tel endroit un tel groupe, on va pas vous dire on a besoin de vous à tel endroit. Non, c'est pas ça l'idée, c'est pas ça du tout la philosophie. Le but, c'est que justement vous, dans votre territoire, dans vos associations, dans vos quartiers, vous puissiez proposer le programme sur votre territoire. C'est pas de vous envoyer ailleurs. Si c'est le cas et vous voulez envoyer des participants, à ce moment-là, il y a une adresse mail où vous pouvez envoyer, et c'est le cas par exemple de certains professionnels de santé qui ne vont pas vouloir, ou c'est préférable de ne pas animer les personnes qui connaissent, qui nous envoient, et nous on va... en fonction de la localité du patient, on va trouver un animateur. Et pareil, si vous êtes animateur et vous n'arrivez pas à avoir des participants, pareil, vous nous demandez de l'aide. L'idée, c'est que l'indépendance aussi, dans certaines façons, de l'animateur, mais nous, on est là pour vous aider, dans les deux sens. À partir du moment où on respecte les critères de maladie chronique et de vulnérabilité, après, et si ça vous pose pas de souci d'animer un groupe que potentiellement vous connaissez, il n'y a aucun problème. Pour les va-et-vient de donner des noms de participants ou d'en réclamer, les coordinateurs, par le biais du site internet et par le biais de l'adresse mail, c'est comme ça qu'on arrivera à communiquer et à composer. Comme pour la composition des duos des animateurs. Déjà, la première session de formation du 4 au 7 juin, vous allez être 20 personnes, grosso modo. Donc, on va avoir 10 binômes de construits, là, déjà, qui vont se connaître et qui vont avoir quasiment une semaine pour faire groupe et équipe autour de ce programme. Donc là, déjà, on sentira les affinités et des personnes ont pu se candidater déjà en duo. Si c'est pas le cas, en tout cas, au cours de cette semaine, on l'a vécu pendant une semaine, nous, en Espagne, on s'est très vite rapprochés et les affinités se font. La question, c'était comment on va anonymiser, en quelque sorte, les données des patients. Eh bien, on va fonctionner comme une étude clinique. Hein, donc, le protocole a été soumis au CPP, donc à un comité d'éthique. Donc ce comité d'éthique va répondre sur les notes d'information qu'on lui a fournies, les consentements qu'on lui a fournis. Donc c'est la même chose que l'on va demander au patient, de signer un consentement. Et ensuite, une fois son consentement signé avec les coordonnées dont vous avez parlé, tout sera anonymisé. Donc on conservera le consentement dans un fichier, voilà, comme on fait comme toutes les études cliniques au sein du CHU de Montpellier. Et ensuite tout le profil du patient sera anonymisé avec des numéros. Voilà. Ensuite tout va être archivé et évidemment sécurisé pour limiter les contraintes liées aux procédures réglementaires. Vous avez totalement raison. Il faut que vous animez des gens que vous ne connaissez pas, idéalement. Après, on sait que des fois, il y a certaines difficultés pour faire comme ça. En tout cas, pour le programme, ce n'est pas interdit d'animer un groupe que vous connaissez, mais idéalement, si c'est un professionnel de santé, c'est la mieux que ces patients, ces participants, y envoient un autre animateur. Et la raison pour laquelle aussi on ne se présente pas comme
professionnels de santé. Nous, on ne va pas donner des réponses spécifiques, même si on connaît la réponse à la question, on va renvoyer plutôt à son professionnel de santé. On ne va pas prendre la responsabilité de répondre à une question particulière qui peut avoir différentes causes et qu'après chacun interprète différemment. En fait, on fait attention à ça et vous verrez que le manuel s'est préparé justement pour que autant les patients, les aidants, animateurs ou les professionnels de santé trouvent la réponse à la question qu'il va avoir en face. Et après, il ne va pas entrer dans les détails. Il faut toujours renvoyer au professionnel de santé, à son professionnel de santé. Pour compléter ce que vient de dire Rosanna et rejoindre votre idée de pluralité et de symptômes communs, alors qu'on peut avoir des maladies chroniques différentes, vraiment dans le manuel de l'animateur, si vous l'avez vu passer, il y a un cercle qu'on appelle le cercle des symptômes et qui est vraiment à chaque fois l'affiche sur laquelle on se réfère et qui rappelle bien qu'en fait, même si on a des maladies chroniques différentes, les symptômes peuvent être communs et qu'on n'est pas là pour faire du cas par cas. C'est aussi, ça renvoie à cette diapo qu'on a utilisée tout à l'heure sur l'éducation thérapeutique où on est sur l'expression du récit du patient, sur un apprentissage qui est adapté, personnalisé. Là, on est sur des informations généralistes et le cas par cas, il est vu avec son professionnel de santé. L'intérêt là, c'est presque un coaching personnel de se prendre en main et de comprendre que même si on a une maladie chronique, on peut avoir des symptômes qui sont communs à d'autres et qu'ensemble, on peut résoudre nos problèmes, on peut monter un plan d'action personnel, mais on n'est pas là pour aller dans le détail. Ça rejoint complètement ce que vous disiez sur la pluralité. Ça enrichit aussi les groupes. La diversité, ça enrichit vraiment. Je pense que déjà, à l'issue de très vite, on saura s'il reste des places de libre ou pas. Pour la session de juin, et sinon on aura aussi très vite, on était en train de réfléchir au planning pour les sessions à la rentrée certainement. Sur la question du nombre de participants, entre 10 et 15 participants, la fourchette elle est justement là pour vous laisser votre propre décision et votre propre arbitrage. Effectivement, 15 ça peut paraître beaucoup pour certains, certaines personnes vont trouver que 10 ça sera pas assez, et donc il y a une fourchette qui est là aussi pour vous laisser votre libre arbitre là-dessus. Après, sachant que le conseil qui est donné par rapport aux 15, c'est que, étant donné que le programme ne se passe pas sur une seule session et que c'est 6 semaines consécutives, il peut y avoir des personnes qui vont participer au début et qui vont peut-être lâcher le programme en cours de route. Et donc, l'idéal est aussi de ne pas partir d'un nombre trop faible de participants pour pas se retrouver à la fin avec 5 ou 6 participants. Mais il y a un dosage effectivement à trouver entre ces deux choses, entre avoir trop de participants et pas permettre suffisamment d'expression à chaque participant et en avoir pas assez et pas avoir une dynamique de groupe suffisante. Et du coup, il y a ce curseur qui vous permet d'avoir votre propre appréciation. Non, on peut pas mettre ce genre de choses dans un consentement. Le consentement, est-ce qu'il doit faire figurer le fait d'absolument, ou en tout cas d'encourager les futurs participants à compléter entièrement le programme? Non, en fait, dans un consentement, mais juste qu'il est libre à tout moment de quitter le projet, quelle qu'en soit la raison, et on n'a pas de contraintes là-dessus. C'est totalement ouvert, ça fait partie des règles éthiques. Pour la question par rapport aux ateliers, donc la formation pour les animateurs, c'est des journées complètes, mais par contre après pour les ateliers, c'est le groupe d'animateurs les deux animateurs qui choisissent quand ils veulent animer. Vous pouvez animer le lundi en pleine journée ou le samedi après-midi si vous voulez, ça c'est chacun qui pourra décider. Juste, c'est 2h30 par semaine, de manière assez régulière, parce qu'il y a le plan d'action hebdomadaire, donc il faut que le participant, normalement, ait 7 jours pour mettre en place leur plan d'action. Mais après, vous choisissez le jour de la semaine et l'horaire que vous préférez. Et par rapport à la période, vous pourrez choisir la période que vous souhaitez, parce qu'il faut effectivement, l'idéal c'est 6 semaines consécutives, sachant que s'il y a une semaine où il y a un problème, on peut tout à fait reporter sur une semaine suivante, par exemple. Donc ça, après, par rapport à la période pour organiser les ateliers, effectivement, la première formation début juin, il y a un petit travail un petit temps
d'appropriation qu'il va falloir laisser pour que ça se décante, parce que ça va être 4 jours complets où il va y avoir beaucoup d'informations. Donc il vous faut juste un petit temps pour pouvoir travailler tranquillement, décanter un peu le programme, et puis après, si vous êtes prêt pour animer début juillet 6 semaines consécutives parce que vous avez une population de participants qui est là, vous êtes en possibilité de le faire. Si vous souhaitez attendre fin août, début septembre pour commencer à animer parce que vous jugez que la période sera plus propice, vous êtes libre de le faire. Ça, là-dessus, il n'y aura pas de souci, et les animateurs ont la liberté sur ce point-là. Ce qui vous sera demandé, comme vous allez participer à la formation en tant qu'animateur, c'est d'animer un groupe, mais on ne va pas vous imposer la période. Alors, par rapport au lieu de formation, il y a 2 possibilités. Soit vous avez des ressources propres par rapport aux associations, à l'officine par exemple, et dans le cas... Tout à fait. Et donc dans le cas où vous avez des problèmes par rapport aux locaux, l'équipe et les coordinateurs, Verouchka et Manuel, sont là justement en soutien pour pouvoir aller travailler avec le CCAS, avec la mairie, pour demander des salles, ou éventuellement avec l'hôpital. L'équipe, elle va être là justement pour être une ressource. On sait que la question du local, elle va être un point qui peut être une difficulté pour les animateurs, et donc là-dessus, on sera des soutiens pour vous. C'est-à-dire que, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous avez une possibilité de local, c'est très bien. Si vous avez un problème pour avoir un local, on est là pour vous aider. Mais on va pas partir du principe qu'on doit trouver un local pour tout le monde, dans le sens où on va pas vous attribuer un local, on va pas être en recherche avant que vous organisiez, parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez organiser, trouver la période où vous souhaitez l'organiser, le jour de la semaine, l'heure, on a dit, et puis s'il y a une difficulté pour le local, effectivement, vous nous interpellez, vous nous dites, et on est là pour être un soutien et pour vous aider pour trouver les locaux. Par rapport à la question sur savoir si l'animateur est un professionnel de santé, cette question-là, effectivement, elle est revenue souvent. Il y a 2 situations. C'est vrai qu'il y a la situation où le participant, il va vouloir venir au groupe parce que vous êtes le professionnel de santé qui l'anime et qu'il a confiance en vous et qu'il vient parce que c'est vous. C'est possible d'animer dans ce cas-là. La seule chose, c'est que pendant l'atelier, vous ne serez pas là en tant que la pharmacienne, l'infirmière, le médecin, le kinésithérapeute. Vous ne serez pas là pour donner un conseil en tant que professionnel de santé. Vous serez là en tant qu'animateur de ce programme d'autogestion des maladies chroniques. Et si le participant s'adresse à vous en tant que professionnel de santé, en vous demandant un conseil médical ou de pharmacie, à ce moment-là, la réponse, elle est de dire « Ici, c'est pas l'endroit, ici, c'est pas le moment, là, je suis pas là pour vous parler en tant que pharmacien, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, je suis là pour vous parler en tant qu'animateur de ce programme, et si vous avez des questions qui vous concernent vous individuellement, à ce moment-là, on le voit dans un autre cadre, parce que là, c'est pas le cadre, là, c'est le cadre du groupe. » Et cette question, elle se pose. Moi, par exemple, je suis médecin en service médical en milieu pénitentiaire. Je vais animer un groupe en milieu pénitentiaire. Et ben, il n'y aura pas d'animateurs qui viendront de l'extérieur. Donc, c'est mes patients que je verrai au groupe d'animation. Et donc, j'anime régulièrement des groupes en prison. Et ce point-là pose pas de souci dans le cadre où on pose les règles au début et les personnes qui ont un problème individuel. À ce moment-là, on le règle en dehors du groupe. En tout cas, nous, on a eu la consigne de ne pas les dire et on doit respecter les consignes du programme. On ne doit pas les dire. Bien sûr, si vous connaissez, on ne va pas dire qu'on n'est pas médecin, mais on va répondre comme Adrien il a dit, mais on ne va pas se présenter comme professionnel de santé. Même si y a quelqu'un qui nous connaisse comme professionnel de santé. Et on va... Non, mais on est d'accord avec vous. Alors, la consigne, c'est vrai qu'on est, comme justement on veut poser la base, qu'on est là pour parler de l'autogestion dans la maladie chronique et on se présente vraiment face à notre lien en tant qu'animateur envers la maladie chronique, soit on est porteur d'une maladie chronique, soit on est aidant d'un malade chronique. C'est ça, et c'est cette règle-là, je pense que dès le départ de la formation, il faut poser et respecter. Après, ça n'est pas cacher, mentir, c'est simplement un biais de présentation qui est choisi comme
Après, ce qui va être mis un peu de côté, c'est le type de maladie chronique. Bah là, c'est notre statut. En fait, c'est pas ça. On est tous là pour la même chose, pour proposer un programme autour de l'autogestion, et qu'on soit professionnel de santé, on peut le dire tout simplement comme ça aussi, qu'on soit professionnel de santé, même si vous savez quel est mon métier, qu'on soit malade chronique, même si vous savez que potentiellement je suis patient d'expert. Peu importe. Aujourd'hui, on est là pour parler d'autogestion et de la maladie chronique, de votre vivre en santé en maladie chronique, c'est le titre du programme, et c'est pour ça qu'on est là. C'est simplement le poser dès le départ. Et après, ça n'encombre personne en fait. Hein. Ça n'est pas un frein, ça n'est pas un plus non plus. C'est tout à fait ça. Je vous remercie de l'avoir formulé comme ça, parce que c'est exactement ça. Ouais. Et d'ailleurs, les animateurs vont avoir à réaliser aussi les activités comme les participants. Les animateurs vont être là pour justement donner l'exemple, pour être des motivants en fait. Hein, et ils vont formuler aussi un plan d'action, ils vont faire un retour d'expérience sur leur plan d'action aussi. Et ce que vous avez formulé, c'est exactement ça. Non, l'histoire du premier pas vers une formation, alors peut-être le mot formation est mal choisi, mais c'est que ce programme, il est vraiment sur des informations généralistes, des informations de base sur les comportements en santé, et que ça peut permettre justement de mettre le pied à l'étrier et d'ensuite pouvoir avoir envie de participer à un programme d'éducation thérapeutique qui va être plus ciblé, qui va peut-être avoir des compétences plus cognitives ou plus spécifiques en tout cas sur une pathologie. Et c'était dans ce sens-là. Ouais. Un patient qui n'a jamais participé à un programme de formation à l'éducation à la santé ou d'éducation thérapeutique du patient, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour être ce premier pas, pour être dans ce premier pas vis-à-vis de l'autogestion déjà, sur ces informations généralistes, sur des symptômes qui sont communs à plusieurs maladies chroniques. C'est ça qu'on voulait exprimer par ce biais-là. Donc, écoutez, on va en terminer. Je vous remercie de votre présence. Et donc, pour ceux qui bénéficieront de la formation au mois de juin, donc on se reverra au mois de juin. Et pour les autres, un peu plus tard, probablement après l'été, en septembre, on va fixer les dates. Et on vous tiendra au courant. Et bon, vous avez le diaporama, on va vous le transmettre par mail. On va peut-être le mettre sur le site avec la vidéo. Et écoutez, à bientôt.